L'imbroglio autour de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à Bamako a atteint le paroxysme de la surenchère. Quand Abidjan crie au casus belli, le Mali rétorque et oppose le principe de l'inviolabilité de sa souveraineté nationale. Alassane Ouattara est pourtant celui qui a ouvert les hostilités. Toute l'Afrique l'a entendu injurier copieusement les dirigeants maliens, comme le ferait un gouvernement, et a remarqué son activisme débordant à la CEDEAO pour imposer des sanctions illégales et illégitimes à ce pays. Visiblement, Alassane Ouattara se trompe d'époque et d'adversaire. Il a pensé que son esbrouffe intimiderait le jeune président de 39 ans de la transition malienne. Ce qu'il ignore, c'est que les jeunes générations d'Africains, nés après les indépendances, n'ont aucun complexe de coloniser. Il faut changer la structure de sa pensée mentale pour comprendre la ténacité d'Assimi Goïta, l'homme qui a tenu tête au colon Emmanuel Macron sans une seule fois baisser la tête. Si donc il a mis le maître blanc au respect, au pas, ce n'est pas de son laquais qu'il aura peur. Alassane Ouattara, qui ne fait pas preuve de sagesse outre mesure, et en voulant en faire trop, s'est exposé à la plus grande humiliation qu'un dirigeant puisse subir. S'il y a bien des hontes qui raccourcissent votre vie sur la terre des hommes, celle-ci en fait partie. Elle est d'autant plus assassine pour le dirigeant quand celui-ci est désavoué par son armée et par le peuple tout entier. Là où ailleurs la solidarité, au nom du patriotisme, est spontanée, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, le dictateur des lagunes est illégitime. Lui-même s'est aliéné le soutien de l'armée parce qu'il l'a divisé et qu'il détient à ce jour dans ses geôles souterraines et obscures, et ce, depuis 2011, près de 150 soldats pour de fallacieux faits de coup d'État. Dans de telles conditions, comment espérer avoir le soutien de l'armée ivoirienne ? Premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a une impunité de fait qui s'est installée pour les auteurs des crimes de la crise post-électorale 2010-2011. Cette volonté qui avait été affichée par le président Ouattara que justice serait rendue de quelque camp que la violence provenait, eh bien cette volonté s'est complètement étiolée au nom de la réconciliation que le pouvoir politique prônait. Les victimes sont les oubliés de cette réconciliation. Une réconciliation sans juste réparation pour les victimes n'est pas une réconciliation complète et entière. Et le deuxième constat que nous faisons, c'est que finalement, la justice a été instrumentalisée par le pouvoir en place avec une utilisation de l'arme judiciaire pour éliminer des opposants politiques, et notamment pour l'échéance présidentielle de 2020, où le président Ouattara a clairement écarté du processus électoral des opposants politiques avec des poursuites ciblées par cette justice instrumentalisée. Ce soutien devient impossible quand, à la faveur de cette crise, les soldats ont découvert que l'État de Côte d'Ivoire les volait. En effet, la Sahel Aviation Service, SAS, cette société privée qui emploie les soldats de l'armée ivoirienne pour des tâches privées de vigile, paie chaque année des milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour le compte de ces soldats qui malheureusement ne perçoivent pas leur dû. Ils ont réalisé qu'ils étaient exploités comme du bétail. Eux, comme leurs aïeux, naguère vendus en esclavage en Amérique, étaient envoyés sous un soleil d'aplomb au front, à la merci des balles terroristes, pendant que les barons du régime Ouattara sabrent le champagne quotidiennement dans les températures tropicales entretenues par la climatisation à fond, exposant un luxe insolent, et tout ça dans leur argent. Les forces spéciales ivoiriennes, puisque c'est de cette unité, dont 31 éléments sont en détention au Mali, inculpés pour des faits graves de mercenariat, qui peut après procès valoir une perpétuité ou la peine de mort, sont en colère et prêtes à se révolter. Les soldats d'élite de cette faction exigent ni plus ni moins à Alassane Ouattara de leur ramener leurs frères d'armes. La sortie médiatique du Premier ministre Choguel Maïga a fini de les convaincre qu'ils sont dans de beaux draps. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été floués et sacrifiés par leur hiérarchie. Comment il faut les gens qui sont venus de l'extérieur là. Vous savez comment mon gros blague, c'est qu'auquel il faut là, en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler
C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. En effet, le Premier ministre malien a avancé que des documents avaient été fabriqués 48 heures après coup pour tenter de tromper l'opinion. Choguel Maïga a clairement déclaré que le Mali avait contacté la Côte d'Ivoire pour s'assurer que les autorités militaires ivoiriennes avaient connaissance du détachement présent au Mali. Abidjan, on ne sait pour quelle raison, avait répondu par la négative. Preuve, s'il en était besoin, que cette opération était plus que suspecte. Comme à ses habitudes, l'octogénaire super menteur a d'abord renié les soldats ivoiriens, s'étonnant de leur présence au Mali. Puis, il a tenté de faire porter le chapeau à l'ONU, prétextant qu'ils étaient en mission pour le compte de la MINUSMA. Mais l'ONU a été claire. Les militaires ivoiriens arrêtés à Bamako ne sont pas des éléments nationaux de soutien NSE de la MINUSMA. Comme le montre ce document, une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des NSE a été approuvée par les Nations Unies en juillet 2019. Cependant, aucune troupe ivoirienne n'a été déployée au Mali sous cette convention et pour le compte de la MINUSMA depuis sa signature, ce qui signifie que les autorités maliennes sont en droit de les traiter de mercenaires. Déjà, c'est que la Côte d'Ivoire et les Nations Unies ont bien passé un accord portant sur ce statut NSE, des éléments nationaux de soutien, en vertu duquel, je le rappelle, ça veut dire qu'un pays contributeur de troupes peut apporter un soutien complémentaire à un contingent déployé au sein d'une mission de maintien de la paix, en l'occurrence à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Cet accord, il a été passé en 2019. Mais depuis, selon les Nations Unies, aucun soldat ivoirien n'a été formellement déployé sous ce statut. Et ça, c'est tout nouveau. C'est RFI qui l'a révélé entre hier et ce matin, puisqu'avant cela, et pendant plusieurs jours, les porte-paroles des Nations Unies, à New York comme à Bamako, assuraient que les 49 soldats arrêtés au Mali avaient bien ce statut. C'était la ligne officielle de l'ONU. Mais devant la confusion générale qui s'éternisait, des recherches plus poussées ont été effectuées et il en est ressorti donc cette anomalie administrative. Légalement, formellement, ce statut ne peut leur être attribué, en tout cas il ne leur est pas attribué par les Nations Unies. Ni à eux, ces 49 soldats détenus depuis dimanche par les autorités maliennes, ni aux 7 détachements qui les ont, selon Abidjan, précédés dans le cadre de ce dispositif NSE depuis 2019. Donc techniquement, à ce stade, on comprend que les 49 soldats dont il est question aujourd'hui, comme ceux qui ont été déployés ces 3 dernières années, l'ont été pour accomplir des tâches conformes à ce statut, mais sans l'avoir réellement, sans l'avoir formellement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple dysfonctionnement administratif? Est-ce que la faute incombe à la partie ivoirienne ou à la partie onusienne? À ce stade, il y a encore effectivement beaucoup de questions. Mais côté ivoirien, en tout cas, les autorités l'affirment clairement, les 49 hommes sont des militaires de l'armée régulière. Et ils ont été envoyés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, en vertu de cette convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. C'est effectivement ce qui est indiqué dans le communiqué publié à l'issue du Conseil national de défense mardi soir, et c'est ce qu'ont répété les autorités militaires ivoiriennes hier. Alors, selon les précisions d'un haut gradé de l'armée ivoirienne, ces soldats étaient même affectés à des missions de sécurisation de sites onusiens, à l'aéroport de Bamako notamment, et sur des entrepôts logistiques, des missions qui sont sous-traitées par la MINUSMA ou au moins par l'un de ses contingents à une entreprise privée, Sahel Aviation Service, SAS, une entreprise qui, malgré nos sollicitations, n'a pas souhaité communiquer aucune précision, ce qui là encore est source d'interrogation, puisqu'on a toujours du mal à comprendre qui emploie qui exactement. Donc ce mécanisme NSE, des éléments nationaux de soutien, il est présenté par les Nations Unies comme fréquent dans les missions de maintien de la paix. Il apparaît aujourd'hui aussi très complexe, voire opaque. Du côté de Bamako, on estime en tout cas qu'il y a trop de flou, trop de questions, que les procédures n'ont pas été respectées et que du coup, ces 49 soldats ivoiriens doivent être considérés comme des mercenaires et traduits en justice. Les forces spéciales ne comptent plus se laisser blaguer par l'incompétence et l'amateurisme du pouvoir corrompu d'Alassane Ouattara. À cette situation explosive s'ajoute cette affaire latente qui est certainement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
Les militaires ivoiriens ne comprennent pas que dans la litanie des réalisations économiques, vantées à coups de campagnes publicitaires dans les médias, eux ne perçoivent pas jusque-là un copec de la croissance à 2 chiffres du PIB du pays. Les soldats clament en chœur, mais comment ça? On dit tout va bien et puis c'est nous on souffre le plus, disent-ils. Il faut préciser qu'avec leur salaire de misère, les militaires ivoiriens et leurs familles sont ceux qui subissent le plus le coût de la cherté de la vie. Déjà que les repas des casernes sont infects et similaires aux benzins des prisonniers de la Maka, ils ploient sous le poids des dettes des créanciers, quelquefois véreux, nommés margouillas, qui les sucent à souhait sans que l'État ne les protège. Les soldats ivoiriens sont des misérables, financièrement parlant. À l'exigence de la solidarité de corps, qui veut la libération de leurs frères d'armes incarcérés à Bamako au risque de leur vie, s'ajoutent des revendications pécuniaires importantes. Les militaires ivoiriens revendiquent le paiement intégral de leur argent à raison de 5 millions de francs CFA par soldat, conformément à la convention qui lie la société SAS à l'État de Côte d'Ivoire. Chris Yapi demande au gouvernement de payer l'argent des soldats et d'engager des négociations pacifiques pour ramener nos 49 mercenaires du Mali. Les Maliens ont fait confiance à Faure Yadema. Parmi tous les chefs d'État de la CEDEAO, c'est en lui qu'ils ont placé leur confiance. Et je me dis que Faure Yadema peut débloquer la situation. Les Maliens n'ont pas parlé de déstabilisation de leur territoire à partir de la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens maintenant hier dans leur communiqué qui disent que non, on n'a aucune intention de déstabiliser. S'il n'y a pas d'intention, pourquoi en parler? Hier je vous l'ai dit, Ouattara joue un très sale jeu. Je pense qu'il doit prendre l'exemple sur, comment il s'appelle, Compaoré, Blaise, qui pendant 3 décennies a servi de poisson pilote à la France et aujourd'hui on lui empêche le simple visa pour aller se soigner en France. Je pense que ça c'est véritablement une leçon que nos chefs d'État doivent retenir. Ouattara ne peut pas agir seul, dans tous les cas Ouattara n'a pas une autonomie de pensée, aussi bien pendant la rébellion que maintenant, tout le monde sait qui guide Ouattara. Ouattara n'est pas autonome et à l'écouter même, vous sentez que en tout cas il est sous influence de quelqu'un et ce quelqu'un là en tout cas apparemment c'est Macron et c'est la France. Donc je me dis que Ouattara a intérêt à 89 ans quand même de faire extrêmement attention parce que sincèrement il risque de plonger son pays dans une situation incontrôlable. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.